Alors oui, vous voyez, nous parlions de demain, nous parlions d'aujourd'hui même, nous allons parler un petit peu d'hier. Nous allons parler un petit peu d'hier, et d'abord avec Laure Adler, qui est journaliste, et qui, comme telle, eh bien, s'est intéressée, et qui est une femme, donc qui s'est intéressée aux femmes et aux journalistes, aux premières femmes journalistes. Alors votre livre, Laure Adler, qui s'appelle « Les premières journalistes à l'aube du féminisme », couvre une période extrêmement précise, qui est de 1830 à 1850. Donc une période très limitée, 20 ans. Pourquoi avoir commencé en 1830 ? Est-ce qu'il n'y avait pas de femmes journalistes avant 1830 ? Bien évidemment, il y en a eu au moment de la Révolution, ça oui. Tout le monde le sait, mais ça a été non pas des journaux qui ont beaucoup tiré, qui ont été beaucoup distribués, mais ça a été sous forme de tracts, sous forme d'affiches qui étaient distribuées dans la rue, et puis ça n'a pas duré. Oui. Alors qu'en 1832, exactement, au mois de juin 1832, pour la première fois, je crois, dans l'histoire française, il y a des femmes, en tant que femmes, qui ont décidé de s'organiser, de mettre ensemble leurs économies, car elles étaient des femmes ouvrières, c'était des prolétaires. En grosse majorité, d'ailleurs, c'était des couturières et des lingères. Elles se sont mises ensemble. Pourquoi des couturières et des lingères ? Ça, c'est une question difficile. Je pense que c'était des femmes... Pourquoi pas des boulangères et des charcutières ? Bien parce que les couturières et les lingères étaient des femmes très militantes à l'intérieur de leur corporation, qu'elles se battaient beaucoup. Et elles se sont mises ensemble, elles ont mis leurs économies, très maigres économies en commun, oui, et puis elles savaient lire et écrire, mais tout juste, c'était pas du tout des intellectuels, et elles ont décidé de faire un journal avec leurs maigres économies, et ce journal a existé, il n'était signé que de prénoms de femmes, il était évidemment uniquement rédigé par des femmes. Pourquoi des prénoms ? Parce qu'elles ne voulaient pas se faire connaître ? Non, pas du tout, non. Ça c'est ce qu'ont pensé les méchants esprits, notamment le Figaro. Vous allez dire que je suis un méchant esprit. Le Figaro leur a vivement reproché, tout de suite après la parution de ce premier journal, a écrit cette demi-douzaine de couturières illettrées essayent de faire un journal, c'est complètement ridicule. Non, elles signaient de leur prénom, exactement comme les femmes de l'après 68 vont faire des journaux de femmes en ne signant que de leur prénom, parce que c'était très clair, elles l'ont écrit, parce que quand une femme écrivait, elle écrivait au nom de toutes les autres femmes, et puis n'oubliez pas que les femmes, elles portent leur nom de leur mari habituellement. Oui, absolument. Mais alors, vous avez dit au début quelque chose qui mérite qu'on y revienne. Vous avez dit, ah non, il y a eu des femmes avant 1830 qui avaient en effet déjà milité, etc., et au moment de la Révolution. Alors, ce n'est qu'au moment des révolutions, des périodes... Oui, alors bon, il y a eu la Révolution de 89, où il y a eu ces femmes... Mais avant, est-ce qu'il n'y en avait pas avant ? Oui, il y a toujours eu des femmes Christine qui ont lutté, de Pisan. Oui, bien sûr, oui, il y a toujours eu des femmes qui ont écrit, qui ont milité, qui ont lutté, mais je crois que le côté original, disons, de ces femmes, et c'est pour ça que j'ai dit le premier journaliste et que c'est maintenant devenu le titre de ce livre, c'est parce que pour la première fois, des femmes ensemble ont géré, distribué, écrit, descendu dans la rue pour vendre leur journal. Est-ce qu'il n'y avait que des ouvrières ? Vous ne le dites. Enfin, vous dites au début, le premier journal de femmes, donc celui qui a été le plus vif, le plus provoquant, parce qu'elles sont quand même allées très loin. Non seulement elles faisaient du journalisme, elles renseignaient les autres femmes sur ce qui se passait dans les villes, pas seulement à Paris, mais dans toutes les villes où ça pouvait les toucher. Mais elles sont allées très loin aussi dans ce qu'elles ont raconté, dans ce qu'elles ont écrit, puisqu'il y en a dans le premier journal de femmes qui s'appelle La Femme Libre, il y en a qui sont allées tellement loin qu'elles ont raconté comment elles étaient pour les unions libres et illimitées, pour employer leur propre vocabulaire. D'autres dans le même journal qui disaient nous ne sommes pas pour l'union libre, nous préférons vivre soit en concubinage, soit sous l'état du mariage. Mais elles faisaient pas du professionnalisme journalistique. Oui, ce qui m'a intéressé entre autres dans votre livre, il y a beaucoup de choses très intéressantes car c'est un livre au fond qui éclaire un problème que l'on connaît très mal. Mais ce qui est une des premières choses qui m'a intéressé, c'est que vous montrez que ces femmes qui ont milité, qui ont voulu se faire connaître et prendre la parole en quelque sorte, eh bien, n'ont pas cherché une uniformisation de leur pensée, mais qu'au contraire, n'est-ce pas ? Au lieu de dire, nous allons faire une sorte de front commun, nous allons toutes dire la même chose, pas du tout, pas du tout. Elles étaient d'avis souvent très opposés. Très opposés, et loin de taire leurs contradictions, elles les mettaient même en avant. Il n'y avait pas une idéologie du féminisme, il n'y avait pas une ligne commune qu'il fallait défendre. Au contraire, chaque femme donnait sa propre expérience, parlait de sa propre vie, et puis les opinions étaient là, toutes ensemble. C'est ce qui faisait la force. Il y avait d'ailleurs des femmes de milieux différents, il y avait des bourgeoises aussi. Alors les premières journalistes qui ont donc utilisé l'arme du journal pour pouvoir faire du féminisme, à l'époque on ne disait pas féminisme,
on disait émancipation de la femme, étaient toutes des prolétaires. Ensuite, le mouvement va s'arrêter, ce mouvement du premier journalisme prolétaire va s'arrêter dans les années 1834. Et puis ensuite, ce sont des bourgeoises, grandes ou moyennes, qui vont reprendre ce journalisme. Alors effectivement, il y aura là des femmes de différents milieux qui vont écrire. Ça n'a pas toujours été frondeur et provoquant. Les premières étaient frondeuses et provocantes. Elles parlaient de leur corps, de leurs désirs, de leur vie. Les bourgeoises, disons dans les années entre 1835 et 1847, parlaient mode, cuisine, mais toujours d'un ton un peu provoquant. Enfin, les femmes, à ce moment-là, en effet, sont exprimées beaucoup. Remarquez, au XVIIIe siècle, dans les salons, les femmes avaient tout de même la parole. Oui, mais c'était dans les salons, tandis que là, c'était dans mais là, les vous journaux. dites aussi que dans les salons, il y a cet écrivain vaudois que vous citez d'ailleurs dès le prologue de votre livre, ce Juste Olivier, qui au printemps 1830 écrit dans son journal: ici, les conversations prennent tout de suite la tournure politique à présent, même avec les dames. Il y a le même. Oui. Je crois vraiment que les femmes ont commencé à être prises au sérieux, réellement. Pas seulement au niveau de la politique, mais au niveau de la vie quotidienne. Alors ces femmes étaient extrêmement agissantes. Comment considérait-elle une femme qui a tout de même tenu le haut du pavé à travers tout le siècle? Vous savez de qui je veux parler tout de suite? George Sand. C'est George Sand. Bon, pas tellement bien. Non, elle la considérait pas très très bien. Pourquoi? Il faut dire, c'est une longue histoire. George Sand, tout le monde la connaît. En 1979, quand on dit, par exemple, quand je racontais que je travaillais sur cette période-là, tout le monde me disait: ah, mais évidemment, tu travailles sur George Sand. Je disais non, justement, je ne travaille pas sur George Sand. Il y a eu d'autres femmes qui ont été beaucoup plus loin que George Sand. C'est vrai que dans la tête de tout le monde, George Sand apparaît comme la grande militante féministe, comme celle qui s'est toujours battue pour les droits des femmes. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Parce que quand ces premières journalistes ont commencé à publier leur journal, et bien évidemment, étant donné que George Sand était déjà très connue, elles sont allées voir Georges. Et elles lui ont dit: voilà, nous on travaille pour l'émancipation de la femme, est-ce que vous nous suivez? Georges a été très très réticente, elle a laissé traîner, bref, elle n'a pas pris parti. Ensuite, elle a participé à cette presse bourgeoise de femmes, elle y a participé, mais sans se mettre non plus tellement en avant et sans vraiment militer. Et puis ensuite, il y a eu la période de la Révolution de 48, où là, ça a été vraiment une grande claque qu'elle a donné aux féministes, puisque au moment où la révolution de 48 a éclaté, au moment où tout le monde pensait que les choses allaient changer, et au moment où les femmes constituaient vraiment encore vraiment très très vivants, et qui comptaient beaucoup, eh bien, dans les premiers jours de révolution, comme cela ça arrive souvent, les femmes ont pensé qu'elles pourraient se présenter aux élections. Et qu'est-ce qu'elles sont? Évidemment, elles ont pensé à qui? Elles ont pensé à George Sand. Elles sont donc allées voir George Sand et très gentiment lui ont demandé: vous êtes la seule femme qui existait pour à peu près tout le monde, vous êtes vraiment la femme la plus connue, est-ce qu'on peut vous demander de vous présenter aux élections? Et là, George Sand a été fort méchante, parce que non seulement... Méchante? Ah oui, très très méchante, parce que non seulement elle a répondu non, je ne me présenterai pas aux élections, mais elle n'a même pas répondu directement à ces femmes qui lui avaient demandé. Elle a répondu fort dédaigneusement dans un autre journal en disant: je ne connais pas ces dames qui m'ont proposé de me présenter aux élections. Qui sont ces dames qui font des journaux? Alors qu'au même moment, elle était en train de tenir un journal elle-même. Donc elle a été fort méprisante, et ça, les femmes lui ont difficilement pardonné. Vous ne lui pardonnez pas, vous non plus? Moi aussi, moi j'aime beaucoup, enfin comme tout le monde, j'ai lu quand j'étais adolescente La Mare au diable et ça m'a beaucoup plu. Il faut lire la correspondance de Georges. La correspondance est magnifique. J'en profite pour signaler que le 14e volume de la correspondance de Georges Sand va paraître ces temps-ci aux éditions Garnier, et que cette correspondance est une chose merveilleuse. Ça se lit très très agréablement. Et puis on relit encore très bien. Moi j'ai relu encore il y a 1 ou 2 ans Lélia et Indiana, et j'ai même pleuré. Au fond, le point commun de toutes ces femmes, vous le dites, enfin il y en avait quelques-uns, il y en avait plusieurs, c'était d'abord leur affirmation dans ce qu'elles étaient, c'était le pacifisme. Oui, elles étaient très très pacifistes et elles révolutionnaires et pacifistes. Elles ont toujours lié les deux de façon indissoluble, parce qu'elles disaient que bien ça suffisait, qu'elles avaient assez donné, elles avaient donné leur mari pour les guerres, elles étaient en train de donner leur fils. Et effectivement, toutes les femmes, alors là, les bourgeoises et les prolétaires, se réunissaient pour dire que plus jamais il y aura la guerre. Et non seulement plus jamais il y aura la guerre, mais comme vous l'avez peut-être vu, il y avait, elles pensaient à un monde nouveau, et ce qui primait dans leur vision du monde utopiste, c'était que la guerre serait définitivement abolie, qu'il n'y aurait plus de frontières, qu'il n'y aurait plus d'État, qu'il n'y aurait plus de violence. Vous avez bien fait de dire monde utopique, car on est encore dans l'utopie. Mais c'est vrai que c'est... Alors il y a un personnage dont nous n'avons pas parlé, mais on le découvre tout au long de votre livre. C'est l'homme. C'est l'homme, et c'est le père enfantin. Et c'est le père enfantin.
Oui, c'est un homme absolument extraordinaire. Extraordinaire. C'était un homme qui dirigeait donc la doctrine saint-simonienne, doctrine qui a permis à ces femmes de pouvoir exister, de pouvoir lancer leur journal. D'abord, c'était un homme qui s'appelait, je cite, Barthélemy Prosper Enfantin, et qui disait que ce n'était pas par hasard, il s'appelait Barthélemy Prosper et Enfantin. Et c'était un homme qui était très beau, très beau. Séduisant. Très séduisant. J'ai vu toutes les reproductions et les gravures qu'il y a de lui dans la bibliothèque, à la Bibliothèque nationale. Par lui. Ah, il était très beau. Il avait des yeux bleus. Vous aussi, oui, moi aussi. Vous aussi. Il a des yeux bleus absolument fascinants. Il avait une grande barbe. Il séduisait beaucoup, non seulement en faisant ses théories, mais il séduisait aussi beaucoup. Par sa personne. Oui, et puis il avait des relations amoureuses fort mouvementées. Fort mouvementées. Oui. Oui, c'est un personnage qu'on trouve tout au long du livre. Et alors, vous vous arrêtez exactement en 1850. Pourquoi est-ce que vous arrêtez en 1850? Bien parce que, comme vous le savez, la révolution de 48 a été très rapidement bâillonnée, qu'ensuite il y a eu différents coups d'arrêt. Seconde République, enfin très éphémère. Oui, et puis évidemment, comme à tout coup d'arrêt de révolution, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On muselle la presse. Donc la presse des femmes, qui avait été tellement vive pendant la révolution de 48, a été très rapidement bâillonnée elle aussi, et qu'ensuite, eh bien malheureusement, évidemment les femmes vont continuer à militer, vont continuer à lutter, mais en ce qui concerne proprement le journal féministe en tant que moyen de propagande pour les femmes pouvoir exister, eh bien c'était terminé. En tous les cas, ces 20 années que vous évoquez là sont des années extrêmement riches, extrêmement fécondes, non seulement dans le moment même, mais par la suite, puisque après 68, finalement, il y aura une sorte de reprise, de réveil, en tous les cas, de ce féminisme dans la presse. Oui, un jour, j'ai fait une expérience, très concrètement, j'ai recopié des bouts d'articles de Femmes en Mouvement, qui était un journal féministe donc, qui s'est arrêté d'être publié il y a quelques mois, et j'ai recopié aussi des correspondances de lettres de femmes qui adressaient donc des correspondances au premier journal féministe de 1832. Eh bien, je vous défie de pouvoir faire la différence. Ah oui, c'est exactement pareil. Les femmes qui ont écrit au journal féministe en 1832 et celles qui ont écrit au journal féministe le quotidien des femmes et les Femmes en Mouvement en 1978, eh bien vraiment moi je ne peux pas faire la différence. Bon. Eh bien alors si l'on veut faire justement un survol de l'histoire du féminisme, Laura Adler, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, il vient tout juste de paraître, c'est Le féminisme d'André Michel. André Michel qui a écrit là une histoire du féminisme. Alors là, elle remonte très loin, puisque la table des matières a pour premier chapitre la condition des femmes du paléolithique à la deuxième révolution néolithique. Alors quand vous dites qu'on commence en 1830, non, je dis que c'est un tout petit bout d'histoire. Il y a un arrière-pays. Mais en tous les cas, le livre est un panorama extrêmement intéressant. C'est un survol, bien entendu, mais c'est tout de même une façon de faire le point sur cette question du féminisme. Et puis alors, il y a un livre là, publié aux éditions Galilée, qui est fait par sept femmes que vous connaissez peut-être, l'histoire sans qualité au pluriel. Le titre est très beau. Est-ce que le livre, vous le jugez? Ah, moi je le trouve magnifique. Magnifique. Trouve qu'il Définissez-le en 2 mots. C'est difficile parce que, comme vous l'avez vu, ce sont des essais au pluriel et que ce sont non seulement des historiennes, mais aussi des romancières qui ont écrit ce livre. Et c'est un livre, pour parler très rapidement, ce n'est pas un livre de plainte sur les femmes comme d'habitude on les entend. Il ne s'agit pas d'entendre pleurer les femmes sur leurs douleurs, sur leurs règles. C'est les faire rentrer dans l'histoire. Les faire rentrer dans l'histoire. Il est question des femmes sur le plan quotidien, il est question des femmes au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, des femmes dans la rue, des femmes qui travaillent, des femmes ménagères. Il y a notamment un très bel article de Michel Perrault sur la femme ménagère au XIXe siècle, ainsi qu'un très bel article de Pascal Werner sur Georges Sand et Flora Tristan. Je crois que maintenant, après 10 ans de féminisme, le temps est venu. On peut parler tranquillement de femmes qui étaient des égéries du féminisme, en notant leurs contradictions, sans pour autant se faire épingler comme misogyne ou comme antiféministe. Bon, alors on va remonter encore plus loin dans le temps. On va remonter encore plus loin avec un personnage qui est habitué à remonter dans le temps, puisque c'est un archéologue.